Et voici cette troisième vidéo consacrée à la dernière partie de notre chapitre sur le son, un phénomène vibratoire, consacré à l'intensité sonore. Je vous rappelle qu'en cours, on n'avait pas eu le temps de le traiter, donc j'ai répondu aux questions sur la feuille du cours. Donc pensez à bien la regarder, mais je vais vous en faire ici une démonstration en vidéo et en détail. Alors, pour commencer, retournons dans Audacity et retrouvons nos sinusoïdes que je vais maintenant un petit peu modifier comme ceci. Alors, on a une sinusoïde qui est générée dans Audacity, 440 Hz, je vous la fais écouter tout de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle un La3 qui vibre à 440 Hz et qui nous donne ce son que vous connaissez. Alors maintenant, amplifions un petit peu ce son et donnons-lui un petit peu plus d'amplitude. C'est quoi lui donner plus d'amplitude? C'est d'avoir sur l'axe des ordonnées une sinusoïde qui est beaucoup plus étendue, comme vous le voyez. Mais par contre, la note est toujours la même parce que je n'ai pas varié sa vitesse de vibration, donc sa fréquence, sur l'axe des abscisses. Alors écoutons-la. Ah bah oui, forcément, le son est plus fort. C'est toujours un La 440, mais on entend bien que le son est perçu avec une intensité beaucoup plus forte. Alors quel est le lien entre intensité sonore et amplitude du son? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et pour ça, on va aller voir cette animation qui est ici, qui nous montre quoi? Elle nous montre un haut-parleur qui, comme n'importe quel instrument de musique, est une source capable d'entrer en vibration périodique. J'y reviens dans 2 secondes. Et puis cette vibration qui va se propager dans un milieu. Et le milieu ici, c'est bien sûr l'air ambiant. Et cet air ambiant est modélisé par des petites molécules, hein, vous voyez, qui sont en agitation perpétuelle. C'est ce qu'on appelle l'agitation thermique, mais dans une situation de stabilité, puisqu'il n'y a rien d'instable là-dedans. Vous voyez, toutes les molécules sont à peu près dans le même état de vibration, où qu'on soit. Très bien. Alors, maintenant, retournons voir notre haut-parleur. Et le haut-parleur, je vais demander de nous envoyer une impulsion. C'est-à-dire que sa membrane, elle va aller en arrière et ensuite en avant. Juste une fois. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on peut se douter qu'en allant en arrière, elle va aspirer un petit peu des molécules d'air, créer une petite zone de dépression dans laquelle quelques molécules d'air vont s'engouffrer, et en avançant, créer une surpression, c'est-à-dire pousser les molécules ici. Et puis les molécules vont se pousser de proche en proche et vous allez voir comment cette impulsion va se propager dans l'air. Regardez bien. Voilà. Vous avez ici l'onde qui se propage. Voilà. Et l'air qui retrouve sa stabilité qu'il avait avant. Alors, si je prends un petit micro maintenant qui est ici. Alors, c'est quoi un micro? Ce micro qui est ici, il est équipé d'une membrane qui va transcrire sous la forme d'un signal électrique la variation de pression qu'il a lui-même captée. Regardez bien sur l'écran ce qui se passe lorsque l'onde va passer au voisinage du micro. Allez, on revoit notre impulsion qui se propage ici. Regardez bien l'écran ici. Quand l'onde passe sur le micro capte ces variations de pression locales et les traduit en un signal électrique. Et ce signal électrique est l'exact reflet de la vibration originelle qu'a eu la source sonore, ici le haut-parleur. Mais un son, c'est pas ça, c'est une vibration périodique. Alors maintenant, regardons ce qui se passe quand la membrane varie périodiquement et on va le faire ici pour simplifier, sinusoïdalement, excusez-moi. Alors allons-y. Voilà, la vibration se propage dans l'air et vous voyez qu'elle est périodique et on voit bien ce qui se passe ici. J'ai des zones de pression un peu plus fortes comme ici. C'est quoi la pression? C'est une accumulation de molécules à un endroit supérieur à la normale, comme vous l'aviez dit l'an dernier en seconde. Et puis il y a d'autres endroits où il y a un défaut de molécules, ça c'était quand la membrane était en recul. Et on voit bien que tout ça se répète de manière périodique. Les zones de haute pression, vous voyez là, et les zones de basse pression. Et donc la membrane de mon haut-parleur va capter ces variations-là et nous donner, regardez bien, une variation en signal électrique qui est l'exact reflet de la variation de la membrane de mon haut-parleur. C'est comme ça ensuite que je peux enregistrer une source sonore grâce à un micro. La membrane est sensible aux variations de pression. Voilà. Je vais vous faire remarquer au passage, parce que je vais en reparler dans 2 secondes, que ces ondes-là sont circulaires, comme vous le voyez. On se doute qu'il y a même des ondes qui partent de l'autre côté ici et que la source sonore est entourée par des cercles concentriques, comme vous voyez ici. En 3 dimensions, vous vous doutez que ces cercles sont en fait des sphères. Hein.
D'accord, donc ça je vous en reparle dans 2 secondes. Et maintenant, essayons de comprendre un petit peu ce qui va faire le rapport entre ce qu'on raconte là et l'intensité sonore. Je vais, regardez bien avant d'aller voir le document du cours, on a le micro qui est ici, vous voyez l'amplitude du son qui varie sinusoïdalement bien sûr. Et maintenant je vais approcher mon micro de la source. Voilà. Et comme vous le voyez ici, forcément l'amplitude va être plus importante parce que vous êtes plus proche de la source, puisque ces ondes s'atténuent, hein, évidemment, en se propageant. Et plus je m'éloigne de la source, regardez bien encore le graphique, et plus l'amplitude sera faible. Et donc c'est là qu'on va pouvoir parler d'intensité sonore, puisque maintenant on va avoir une corrélation, comme vous le voyez, entre la position par rapport à la source et l'intensité du son. Alors tout ça, c'est pas une mince affaire, hein, vous allez voir, puisque du point de vue calculatoire, il faut définir certaines choses. Je vous rassure, la seule formule qui est importante, c'est la dernière, hein. Donc d'abord, je vous présente un petit peu les calculs préliminaires qu'on doit faire pour mieux appréhender cette formule. Je vais vous montrer après. L'intensité sonore qui est ici en physique, elle est liée à l'amplitude de la sinusoïde que vous avez vue tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle se calcule? Alors je vous le dis au passage, mais ça vous pourrez l'oublier, c'est la puissance sonore délivrée par la source en watts, comme toutes les puissances. Donc la source c'était quoi? C'était mon haut-parleur tout à l'heure, divisé par la surface. La surface de quoi? La surface de la sphère que je vous ai montré il y a quelques instants. C'est-à-dire la sphère qui est définie ici par ce cercle qui est là. Et on voit bien que plus on s'éloigne de la source, plus la sphère va avoir une surface importante. Donc cette formule-là, et après on pourra passer à autre chose, nous montre que l'intensité sonore va dépendre de la puissance du son délivré au départ, divisé par la surface de la sphère, c'est-à-dire en tenant compte de l'éloignement par rapport à la source. Plus vous êtes loin de la source, plus S est grand et plus l'intensité sera faible. Un mot sur l'unité, avant de continuer, l'intensité sonore est en watts par mètre carré. Continuons maintenant et jetons un petit œil sur ce petit graphique qui est là. Alors vous connaissez tous cette unité qu'on appelle le décibel, qui est assez connue, et qui est une unité d'une autre grandeur physique qu'on appelle le niveau d'intensité sonore. Alors ici dans ce graphique on voit quoi? On voit que quand il y a 0 décibel, ça veut dire qu'on est au seuil de l'audibilité humaine. C'est-à-dire qu'on est à la limite de ce que peut capter une oreille humaine en moyenne. Et après, sur l'échelle de décibels, vous voyez différentes situations de la vie quotidienne et à combien de décibels ça correspond. Jusqu'à l'avion au décollage, 160 dB. Alors comment on calcule ces décibels? Alors la formule la voilà, elle ne doit pas vous effrayer, si elle l'est un petit peu, mais on va essayer de la décrire et de savoir la manipuler. Voilà, c'est ça l'essentiel de notre chapitre. Regardons bien, et ensuite on prendra 2 applications. Avant de décrire cette formule, avec quoi ça se mesure le niveau d'intensité sonore? Ça se mesure avec un sonomètre, l'appareil qu'on a au lycée, hein, qui est facile d'utilisation. Il suffit d'allumer, il y a un petit micro à l'intérieur, il nous dit combien de décibels il mesure. Alors comment ça se calcule tout ça? Le niveau d'intensité sonore se donne par la lettre L le plus souvent. Le niveau d'intensité sonore se mesure en décibels. Ok. Pourquoi déci? Vous allez voir parce qu'il y a un 10. Et pourquoi Bell? C'est du nom de Graham Bell, que vous connaissez peut-être, un grand B quand on a un nom propre, hein, dans les unités. Bon, peu importe, ce sont des décibels. Alors c'est égal à quoi? Regardons la formule. 10 fois log, L-O-G, de I sur I0. Alors je vais reprendre tout ça à l'envers et décrire tous les termes qui sont ici. I, l'intensité sonore, c'est l'intensité sonore mesurée à n'importe quel endroit par un micro. Elle est en watts par mètre carré, comme je vous l'avais montré dans la formule précédente. Ça, dans les exercices, c'est un nombre qu'on vous donnera, hein. Divisé par l'intensité sonore de référence, limite d'audibilité, celle dont je parlais tout à l'heure qui correspondait à 0 décibel. Il se trouve que l'intensité sonore correspondante, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Rassurez-vous, ça non plus, c'est pas à savoir par cœur, ce sera donné dans les exos, bien sûr. Voilà, c'est une valeur de référence qui a été choisie pour la comparer à l'intensité sonore mesurée. On a choisi la limite d'audibilité humaine. Donc je prends ce nombre, je le divise par celui-ci, et j'en fais ce qu'on appelle le logarithme. Alors voilà le petit nouveau, hein, dans cette formule. C'est quoi un logarithme? J'y reviens dans 2 petites secondes. Je multiplie tout ça par 10 et j'obtiens le nombre de décibels correspondant à cette intensité sonore.
Alors, comment est-ce qu'on exécute les calculs? Je vous propose de regarder deux exemples pour finir la vidéo et c'est ça qu'il faut savoir faire. Le premier est extrait des exos que je vous avais donnés. Regardez bien sur le site, tout y est bien sûr. Le 10, page 221. Qui parlait de son pur, son composé, qui présentait pas de difficulté, mais qui était intéressant pour sa dernière question, parce qu'elle parlait d'intensité sonore. On nous dit l'intensité sonore d'un son, le signal B, celui qui est ici, est de 4,5 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Calculez le niveau d'intensité sonore correspondant, c'est-à-dire le nombre de décibels. Bon, bah alors comment on fait pour faire ce genre de calcul? Alors on va se diriger tout de suite vers la correction. Regardez bien. Alors, la formule est celle-ci. Elle est rappelée dans tous les sujets. Là encore, on se rassure un petit peu. Ce qu'il faut, c'est savoir la manipuler. Alors, I, est-ce que je l'ai? Oui, on nous l'avait donné, c'est dans le sujet, 4,5 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. I0, c'est combien? Ça s'était rappelé dans le sujet, ça vaut ça. D'accord? Ça, c'est toujours la même chose. Est-ce que je vais pouvoir effectuer ce calcul? Oui, bien sûr. Je l'ai fait en bas, regardez bien. L'intensité sonore, c'est 10 fois LOG de I sur I0. C'est égal à 10 fois log, donc, de 4,5 fois 10 puissance moins 3, le I qui est donné dans le sujet, divisé par I0, l'intensité de référence 1,0 fois 10 puissance moins 12, et il semblerait qu'on trouve 96,5 décibels. Alors c'est ce que je vais vous proposer de faire tout de suite, puisque ce log, vous ne le connaissez pas, donc maintenant c'est bien de savoir comment on fait l'application numérique de cet exercice, et donc on va regarder ça tout de suite avec ma calculatrice Google, que voilà. Alors, faisons ce calcul tout de suite ensemble et faites-le sur votre machine si vous voulez que ça serve à quelque chose. Regardez ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? 10 ici, multiplié par log. Alors, il y a forcément une touche log quelque part sur votre calculatrice. Chez moi, elle est ici. Sur la Casio, où est-elle? Je vous montrerai tout à l'heure. Et sur la Texas Instruments aussi, bien sûr. Log. Log de quoi? De I sur I0. Donc, I, c'est quoi? C'est 4,5 fois 10 puissance moins 3, d'accord, divisé par ceci, divisé par 1,0 fois 10 puissance moins 12. Voilà, j'écris toute mon expression, essayez de le faire sur votre machine bien sûr, égale 96,5 arrondi à trois chiffres significatifs, c'est donc bien la valeur que j'avais trouvée ici en décibels. Alors, si vous avez une Casio, la touche log, elle est où? Elle est là, comme vous le voyez. Et si vous avez une TI, la touche log, je vais vous la montrer tout de suite, elle se trouve ici. Donc évidemment, c'est à vous de vous entraîner pour voir si vous y arrivez à manipuler ce log. Alors vous allez me dire, c'est quoi le log? Alors, comme vous ne l'avez pas fait en maths, je ne vais pas m'étendre. Je vais simplement vous montrer que c'est une unité qui a quand même un intérêt, sinon on n'utiliserait pas. Quelle est la particularité de la fonction logarithme? Je vous la montre juste et après vous pourrez l'oublier et la considérer comme une simple touche sur la calculatrice. Le log, regardez bien, je vais en calculer quelques-uns. Le log de 1, c'est combien? C'est 0, vérifiez-le. Je vais faire maintenant le log de 10. Ça fait 1. Je vais faire maintenant le log de 100. Ah tiens, ça fait 2. Maintenant, je vais faire le log de 1000. Ah tiens, ça fait 3. Et le log de 10 000. Ah, je pense que maintenant vous avez compris, ça va faire... Ah bah oui, ça va faire 4. Remarquez une chose, c'est que le log compte le nombre de zéros en base 10 que vous avez dans un nombre si il est exprimé en puissance de 10. Voilà. C'est dit. Vous ferez ça en maths l'an prochain pour ceux qui font spécialité. Pour nous, c'est une touche à repérer sur la calculatrice. Voilà, dernière chose, pour finir, donc entraînez-vous à faire ce calcul bien sûr. Je vous montre un dernier exemple qui est celui qui est issu de notre cours. Puisque dans notre cours, rappelez-vous, je vous avais demandé de commenter le document d'abord, ça on vient de le faire, et montrer qu'une intensité sonore doublée se traduit par une augmentation d'une intensité sonore de plus 3 décibels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'intensité est 2 fois plus forte, celle que vous avez perçue, imaginons par exemple deux guitares qui jouent ensemble, qui font à peu près, qui jouent avec la même intensité, quand il y en a une qui joue toute seule, ça fait un certain niveau d'intensité sonore en décibels, et quand elles sont deux, ça ne fera pas un nombre de décibels multiplié par 2, mais un nombre de décibels ajouté de 3. Alors tiens, ça c'est bizarre. Regardons, faisons le test, et regardez comment j'ai fait dans la correction.
Regardez bien. Alors, qu'est-ce que je vous propose de faire? Ce que je proposais de faire, c'était de reprendre la formule et de calculer le niveau sonore correspondant à la limite de l'audibilité humaine. Dans ce cas-là, au seuil d'audibilité humaine, l'intensité vaut ceci. Donc, je fais tout mon calcul, 10 fois log de I qui vaut ça, divisé par le I0 qui vaut ça. Ils sont pareils, ils se simplifient, donc ça fait log de 1. Vous pourrez vous apercevoir que ça fait 0 décibels. On vérifie qu'à au seuil d'audibilité humaine, on a bien 0 décibels. Maintenant, si je multiplie cette intensité par 2, ce que je fais ici, je l'appelle I2. Alors, je la multiplie par 2, 2 fois tout ça, et je refais le même calcul. 10 fois log de I sur I0 égale 10 de log fois 2 fois cette intensité de référence, divisé toujours par la même chose. Faites le calcul et vous trouverez 3 décibels. Alors tout ça pour dire quoi? Pour dire que par exemple, c'est comme je viens de vous le dire, vous avez une source sonore qui joue à 50 décibels. Et vous ajoutez une deuxième source sonore qui, elle aussi, a la même intensité sonore, eh bien vous n'obtiendrez pas 100 décibels, mais 53 décibels. Voilà, je sais que c'est un peu pénible tout ça, mais concentrez-vous bien juste sur ces applications numériques, refaites-les. Si vous savez faire, vous trouvez les bonnes valeurs, et bien dans ce cas-là, vous pouvez considérer que la mission est accomplie. Voilà, j'en profite pour vous faire un petit coucou de mon bureau, en vous souhaitant bon courage, et on sera amené après à parler des gammes, hein, comme vous le savez, et puis de plein d'autres choses. Mais pour ça, je vous proposerai de faire une petite visio pour en discuter entre nous. Je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.